Dans cette présentation, je vais vous parler du méthane atmosphérique. Le méthane est le second gaz à effet de serre d'origine humaine, par ordre d'importance, après le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On estime que sur les 1,1 degrés de réchauffement climatique observés sur la dernière décennie, par rapport aux années 1850, le méthane a contribué à ce réchauffement à hauteur de 0,5 degrés. Le méthane augmente de manière à peu près continue sous l'effet des activités humaines. Sur ce graphique, on peut voir les mesures qui sont faites par le laboratoire de recherche sur le système terrestre de la NOAA, dans un endroit éloigné de toute source d'émission. Donc, même sans avoir de source d'émission à proximité, on observe une augmentation du méthane dans l'atmosphère sans véritable retour en arrière, et cela principalement sous l'effet des émissions humaines. Il faut regarder un petit peu en arrière dans le temps pour comprendre l'importance des variations de méthane. Ce qu'on a découvert dans les carottes de glace en Antarctique, c'est que le méthane a varié naturellement sur les 650 000 dernières années, et même au-delà, entre 350 ppb sur les périodes glaciaires et 800 ppb pendant les interglaciaires. Après, soudainement, le méthane a augmenté d'environ 700 ppb à l'époque pré-industrielle pour arriver à 1921 ppb en 2023. Son taux de croissance dans l'atmosphère a varié régulièrement, mais ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière, contrairement aux cycles glaciaires et interglaciaires du passé. Les sources qui sont susceptibles d'envoyer du méthane dans l'atmosphère sont de deux sortes, soit biogéniques, soit thermogéniques. On peut aussi les catégoriser entre origine humaine, donc anthropique, ou naturelle. Les sources biogéniques impliquent des micro-organismes appelés archées, dont le métabolisme génère du méthane. Ces micro-organismes sont le dernier maillon d'une communauté qui dégrade la matière organique en environnement anoxique. Ils consomment de l'hydrogène et de l'acétate et rejettent du méthane et H2O ou CO2. Ce que l'on voit ici, c'est Methanotrix thermoacetophila, une de ces archées génératrices de méthane. On peut observer des petites bulles blanches en train de se former dans le micro-organisme. C'est le résiduel de son métabolisme, c'est du méthane et de l'eau. Le deuxième grand type de source de méthane, c'est la formation thermogénique. La formation thermogénique, c'est le craquage de la matière organique, anciennement sédimentée à grande profondeur, et soumis à de fortes pressions et températures. Les organismes vivants se sont accumulés il y a des millions d'années. Avec l'accumulation de ces organismes, compressés par la sédimentation, se forme le kérogène, une matière cireuse et riche en matière organique. Ce kérogène va ensuite être cuit, entre guillemets, à de très fortes températures qui vont atteindre de l'ordre de 120 degrés à environ 1 km de profondeur. La cuisson du kérogène va générer le pétrole et le gaz. Le gaz se formant plus profondément, mais étant plus léger que le pétrole, il migre vers les parties plus hautes. S'il est coincé par des couches géologiques étanches, on aura la formation de poches de gaz. Dans cette illustration, issue d'un article scientifique de Marielle Senoy et collègues, on peut voir une synthèse des sources et des puits du méthane à l'échelle mondiale, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va du point de vue de l'atmosphère. Ce qu'on peut lire dans cet article, c'est que sur la décennie écoulée, entre 60 et 65% des émissions sont d'origine humaine, le reste étant d'origine naturelle. On va les décrire dans le schéma de la gauche vers la droite. Tout d'abord, les combustibles fossiles comprennent des émissions liées au pétrole, au gaz, au charbon, qui sont de l'ordre de 110 à 120 téragrammes de méthane par an. Les émissions liées au pétrole sont principalement dues au forage des champs pétroliers. Le méthane se formant de manière concomitante avec le pétrole, il y a un déphasage entre le gaz et le pétrole qui va devoir être évacué pour des raisons de sécurité au moment du forage. Ce méthane est soit libéré en direct dans l'atmosphère, soit brûlé. Cette combustion s'appelle le torchage. Là, il se transforme en CO2 et il génère aussi un peu de carbone suie. Le torchage a un impact climatique bien moindre que la libération directe du méthane. Alternativement, on peut valoriser ce méthane
sous forme de gaz naturel au lieu de le brûler sur site et de perdre ainsi l'énergie. Ensuite, il y a des émissions qui sont directement liées au gaz naturel lui-même, composé de 90 à 95% de méthane. Dans ce cas-là, le méthane est le vecteur d'énergie. Les opérateurs vont naturellement chercher à éviter les fuites tout au long des opérations d'extraction, de traitement, de stockage, de transport et de distribution. Malgré ces précautions, il y a quand même des fuites, et ces fuites doivent être détectées et réparées en permanence. Enfin, il y a l'extraction de charbon, qui génère aussi du méthane. Le grisou, c'est du méthane, et les explosions dans les mines sont dues au méthane. Ces mines de charbon sont donc ventilées pour évacuer rapidement le méthane vers l'atmosphère, et ainsi éviter les accidents. Mais ça contribue à l'accroissement du méthane atmosphérique. La seconde grande catégorie des émissions anthropiques sont les émissions liées à l'agriculture et aux déchets. Ensemble, elles représentent entre 210 et 220 téragrammes de méthane chaque année. Concernant les émissions agricoles de méthane, c'est la fermentation entérique des animaux ruminants qui domine. Les émissions de méthane ont également lieu lors de l'utilisation du lisier. La riziculture sur des parcelles inondées et en conditions anaérobies va également donner lieu à la dégradation de la matière organique et donc à la production de méthane. La fermentation entérique et le lisier génèrent de l'ordre de 111 téragrammes de méthane par an, alors que la riziculture contribue à hauteur de 30 téragrammes de méthane par an. Les déchets solides et la gestion des eaux usées génèrent pour leur part environ 65 téragrammes de méthane par an. Dans les décharges notamment, c'est l'humidité des déchets qui sédimentent et qui crée un environnement anoxique et riche en matière organique. C'est la dégradation de cette matière organique qui émet du méthane. La troisième catégorie concerne la combustion de biomasse et d'agrocarburants, qui fournit une source de méthane mixte, à la fois anthropique et naturelle, entre 27 et 28 téragrammes par an. La quatrième catégorie comprend les sources d'origine naturelle, que sont les zones humides et les lacs d'eau douce. On peut compter aussi dedans les réservoirs, comme ceux issus de barrages hydroélectriques, qui ne sont pas tout à fait naturels. Les émissions des zones humides naturelles sont principalement localisées aux tropiques, notamment les bassins de l'Amazone et du Congo. On en trouve également en Arctique, en Sibérie occidentale et en baie de Hudson au Canada. Ces émissions-là sont marquées par une forte incertitude puisqu'on connaît mal leur amplitude. Mais elles représentent entre 150 et 250 téragrammes de méthane chaque année. Ce qui est certain, c'est que l'émission des zones humides est dépendante à la température de l'air et à l'hydrologie. Elle constitue donc une boucle de rétroaction positive pour le changement climatique. Enfin, la cinquième catégorie des sources d'émissions est celle des autres émissions naturelles. Cette catégorie rassemble beaucoup de choses, par exemple les termitières, qui sont de grandes sources de méthane qui se passent lors de la digestion du bois par les termites. Le permafrost se catégorise par un sol gelé en profondeur en permanence. Il existe toutefois une couche supérieure du permafrost, dite active, qui dégèle saisonnièrement sur quelques centimètres ou dizaines de centimètres. Cette couche active, sensible au changement climatique, est riche en matière organique, dont la dégradation donne lieu à des émissions de méthane. Parmi ces autres émissions de méthane, il y a aussi des émissions géologiques. Ce méthane est formé de la même manière que les combustibles fossiles. Ces émissions ne sont pas causées par l'activité humaine, mais par une migration géologique naturelle vers la surface, à travers des failles par exemple. Les océans sont également une source de méthane. Ici, deux types de mécanismes sont à l'œuvre. Premièrement, la dégradation de la matière organique dans le sédiment génère d'importantes quantités de méthane. Toutefois, la majeure partie de ce méthane est oxydée dans la colonne d'eau et ne parvient pas à l'atmosphère. Les émissions ont ainsi lieu dans des zones côtières peu profondes. Typiquement, au large du delta des fleuves, où les taux d'accumulation de sédiments sont très importants, on peut avoir une formation continue de méthane en profondeur, qui peut migrer dans le sédiment jusqu'à la colonne d'eau, puis sous forme de cordons de bulles ou sous forme diffuse, dissoute, jusqu'à l'atmosphère. Deuxièmement, il existe une méthanogenèse microbienne directement dans la colonne d'eau, même si on est en conditions oxygénées. C'est la formation aérobique de méthane, un processus encore mal compris ni très bien quantifié.
Enfin, où va tout ce méthane? Tout d'abord, il contribue à l'augmentation, d'année en année, du stock de méthane dans l'atmosphère. Ensuite, il y a les différents puits. Le puits principal, c'est la réaction du méthane avec d'autres espèces dans l'atmosphère, surtout le radical OH, qui est une molécule dont le temps de vie est de l'ordre de la seconde, est très variable. La réaction du méthane avec OH représente environ 90% du puits de méthane atmosphérique. Ensuite, il y a une disparition du méthane dans les sols, via la consommation du méthane par des bactéries méthanotrophes. Si on regarde l'impact du méthane sur le climat, on s'aperçoit qu'il a déjà un impact direct, avec un forçage radiatif dans l'infrarouge, qui contribue pour l'essentiel de son impact climatique. Mais on a aussi, une fois que le méthane est oxydé par le radical OH, une contribution à la production d'ozone troposphérique. Cet ozone supplémentaire dans la troposphère, en plus d'être un polluant, est aussi un gaz à effet de serre. Une grande partie du carbone du méthane, via la réaction avec OH, va également se retrouver dans du CO2. Le méthane, même après sa vie qui est en moyenne de 11 ans, va ainsi se transformer partiellement en CO2 et continuer sous cette forme à contribuer à l'effet de serre. On peut regarder l'évolution du méthane sur les dernières décennies, en essayant de l'expliquer en fonction de ses sources et de ses puits. On se rend compte que l'on a eu une évolution assez rapide dans les années 80, due à une augmentation rapide de l'agriculture et de l'industrialisation, avec beaucoup de consommation de combustibles fossiles, et le développement de la consommation de viande, notamment de ruminants. En 91, il y a eu une grande éruption volcanique, le Pinatubo, aux Philippines, qui a changé durablement le climat global et qui a réduit les émissions naturelles des zones humides par la baisse des températures de surface. Ceci a conduit à une pause relative dans l'augmentation du méthane atmosphérique. Rétrospectivement, les scientifiques ont pu analyser qu'il y avait une relative baisse des émissions dans les secteurs du pétrole et du gaz qui s'est combinée avec une augmentation de l'oxydation du méthane atmosphérique par le radical OH. L'effet net de ces conditions a été cette stabilisation. Ensuite, après 2007, il y a eu une reprise assez forte de l'accroissement du méthane atmosphérique. Les causes sont encore mal expliquées. Ce que disent les données d'observation, c'est que la composition isotopique du carbone dans le méthane suggère que l'on a une augmentation des émissions naturelles biogéniques, peut-être sous l'effet du réchauffement climatique, combiné avec une augmentation plus faible des sources de combustibles fossiles. Ces sujets sont au cœur des recherches actuelles sur le méthane atmosphérique.